Messieurs, dames, Tangue Koki. Papa vide le maman Moani. Petit non ici. Ici, j'ai un problème. Madame est en hernie, faut opérer. Nazana mbongote. Osana mbongote. Nazana mbongote richi. Ata eloro moi muki ba bien na ndako zate. Petit non richi. Oyebi ke bisu bato to salaka na mbongo to kweya. To koma koyoka soni. On a koteka biloko ndako. Papa vide loin. Na même en place moko koteka biloko non na ndenge ya discrétion. Mutu akoyeba te. C'est vrai. C'est vrai. Na tekelo wani kuna ndenge kubatama. Mutu akoyeba zate. Richi, siko na tekelo. Basali maman pression lingundu. Eza pour mite tokyo. Papa vu de loin. Mbongo na ya télévision placement memelaki biso etekami ya moyo. Banaki balobi maison de commission cash dépôt Congo et yena RDC pour la kosunga biso bato yoka kasone pour la koteka ozana le pam voiture bijoux ordinateur olingo teka na discrétion yaka na maison de commission cash dépôt Congo tina kowe tetele mowe Mama, ils appellent ça au Bongate, 54-48 avenue de la Justice, Kinshasa Gombe, à côté de Roméo Golf, maison de commission cash dépôt Congo, a une solution. Papa, place ma pamba $400. Bon pour voter quand même au Colonzoto. Voter quand même au Colonzoto. Lilingi ya pamba, voter quand même. Lilingi ya pamba, voter quand même. T'es quand même à la paka Juma. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Bonjour tout le monde. On dirait que vous n'êtes pas encore revenu totalement. Remercier sincèrement la faculté de droit de l'université Le Grand King pour l'invitation à partager avec vous les grandes lignes de la promotion de loi Nouvelle-Chani sur le verrouillage de l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo et également aux fonctions de souveraineté nationale dans notre pays. Et également la loi porte sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Ce sujet est très passionnant car il touche le cœur même de la RDC en tant que pays indépendant et souverain. C'est un sujet qui soulève beaucoup de passion, car les opinions de ceux qui sont pour ou contre sont très fortes. Et de grâce, je veux que vous sachiez que vous êtes tous les uns et les autres, mes compatriotes congolais. Et je partage avec chacun de vous
le fait d'être citoyen de la République démocratique du Congo, que nous voulons tous unis, une et indivisibles. Quelles que soient nos divergences de point de vue, je veux que les discussions d'aujourd'hui se fassent de façon civilisée, où chacun de nous donne son point de vue et ses suggestions en respectant les sentiments, la fierté et la dignité des autres. Et de grâce, ne donnons pas d'interprétation péjorative à cette proposition de loi qui n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu dehors de la congolité et ne vise que la protection de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Je voudrais pour quelques minutes souligner le fait que cette proposition de loi n'a rien à voir avec la congolité. Ceux qui ont inventé ce terme de congolité, ils veulent donner une connotation négative à ce que nous voulons réaliser. Ils veulent rappeler à tout le monde l'idée de l'ivoirité. Et l'ivoirité est vue de la Côte d'Ivoire. Quel était le problème? En Côte d'Ivoire, on a refusé la nationalité ivoirienne à 26% de la population de la Côte d'Ivoire, la population du nord du pays, que certains considéraient comme étant pas des Ivoiriens et des Burkinabés. C'est de là que vient le président Alassane Ouattara. Ceci a provoqué la guerre civile. Vous allez bien remarquer que ce que nous sommes en train de proposer ici, on refuse la nationalité congolaise à personne. Bien au contraire, vous allez remarquer que nous proposons qu'on redonne la nationalité à près de 10 millions de Congolais, à qui on a enlevé la nationalité congolaise à cause de l'exclusivité contenue dans la Constitution dans sa forme actuelle. Donc, ce que nous proposons, c'est le contraire de la congolité que nos détracteurs veulent utiliser. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, on vous a dit tout à l'heure, je m'appelle Dr Noël Jacques Madanvi. L'une des choses que j'ai faites pour mon pays, c'est la conception du plan Marshall de Noël Jacques pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je tiens à souligner que je suis 100% congolais. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-arrière-grands-parents. Du côté de mon père, des sénateurs, du côté de ma mère. Tous originaires de Nganajika, dans l'actuelle province d'Anamami, au centre de la République. La RDC, notre pays, a payé pour mes études primaires, secondaires et universitaires. La connexion que j'ai et la loyauté que j'ai à l'égard de la RDC, elles sont très fortes, totales, inconditionnelles et indiscutables. Je suis le vrai produit de la RDC. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. Je voudrais vous inviter tous à protéger notre terre, qui est notre patrimoine commun, et à défendre la souveraineté, l'intégrité et la pérennité de notre pays, car c'est le seul pays au monde dont nous sommes propriétaires à 100%, et que personne, j'ai dit bien personne, ne doit nous arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis très préoccupé par la misère de la population congolaise et le niveau du sous-développement de notre pays. C'est pour ça que je vous renouvelle encore ma proposition du plan Marshall de Noël Jacques pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale de développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir des systèmes financiers modernes et robustes, restructurer la Banque centrale du Congo à une véritable autorité monétaire indépendante et crédible, et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, en mettant fin au phénomène de la dollarisation qui nous a littéralement envahis. La finalité du plan Marshall de Noël Jacques pour la reconstruction et le développement de la RDC est de développer le pays et d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population aujourd'hui. Le plan Marshall actualisé après la COVID-19 comme
50 programmes cohérents et bien orchestrés pour sortir notre pays de la RDC du sous-développement et en faire un pays émergent. Le coût total de ce plan Marshall est estimé à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut, c'est-à-dire le niveau de vie de la population de 458 dollars aujourd'hui, le niveau le plus bas du monde, à au moins 15 000 dollars dans 15 ans, tout en créant au passage des emplois et des opportunités pour tous les Congolais et en améliorant considérablement le standard de vie de tous nos concitoyens. Ceci est tout à fait possible. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincu que le possible n'est pas congolais. Si nous travaillons, nous allons atteindre nos objectifs. Mais nous ne pourrons réaliser ce rêve que si la RDC continue à rester un pays souverain dont le destin se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils, tous ensemble. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers étudiants, pour préserver la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la cohésion nationale et aussi la paix durable, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de père et des pères congolais d'origine. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au devoir constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat. Le verrouillage doit aussi ouvrir quelques postes de souveraineté nationale qui sont le président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général des migrations, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, la justice et les finances, les gouverneurs des provinces, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont des postes de souveraineté et ils doivent revenir aux Congolais où on n'a pas de doute sur leur loyauté totale à l'égard du pays. À cause de son importance dans la recherche de la paix et la sécurité dans le pays, je voudrais juste revenir sur la composition du haut commandement militaire dont les membres avérés sont les suivants. Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le chef d'état-major, les chefs d'état-major généraux adjoints des forces armées de la RDC, les chefs d'état-major de la force terrestre, le chef d'état-major de la force aérienne, le chef d'état-major de la force navale, les commandants des zones de défense, les sous-chefs d'état-major à l'état-major général, le commandant général des efforts militaires, le commandant du corps médical, le commandant du corps logistique, le commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, le commandant du corps des troupes de transmission, le commandant du corps des génies et de renseignement militaire et enfin le commandant du service de communication et d'information. À ceci, il faudra qu'on ajoute certainement le haut commandement du commissariat général de la police, dont les postes sont détaillés, mais je n'ai pas le temps de pouvoir revenir là-dessus. En plus, nous devons nous poser la question suivante. Ne faudrait-il pas appliquer les mêmes dispositions aux épouses que pour les postes de souveraineté qui ont été verrouillés? Chers étudiants et étudiantes, beaucoup de compatriotes ont compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État depuis plusieurs décennies et soutiennent ma proposition de loi sur le verrouillage. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle vit la population congolaise aujourd'hui. Je tiens à répondre tout de suite à cette dernière préoccupation en vous rappelant que c'est pour faire face aux préoccupations de misère et de pauvreté de la population congolaise que j'ai aussi proposé le plan Marshall de Noël pour la reconstruction et le développement de la RDC,
dont je viens de vous exposer les grandes lignes au début de cette présentation. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC aux fonctions très sensibles de souveraineté est importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté du pays. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition ou de perte ou même de recouvrement de la nationalité congolaise. Il est important que vous compreniez cela. Et ne change donc rien à la nationalité de tous ceux qui sont des Congolais actuellement. On enlève la nationalité à personne. L'article 10 de la Constitution de la République. Où est Armando? Armando, il est où? Il n'est pas là? L'article 10 de la Constitution de la République stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, au moment de l'indépendance du 30 juin 1960. Il y a même une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte ou de recouvrement de la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, outre le verrouillage des hautes fonctions de l'État, j'ai également proposé la révision de cet article pour permettre aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine que personne d'entre nous ne doit perdre. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourons Congolais et nous serons enterrés Congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Et au vu de l'histoire la plus récente, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de notre pays. Ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise inclus dans cette loi, ce principe permettrait à 10 millions de Congolais, c'est-à-dire 10% de notre population, de recouvrer la nationalité congolaise d'origine qu'ils avaient perdue du fait de l'exclusivité de la nationalité contenue dans la Constitution dans sa forme actuelle. Je tiens à souligner que 10 millions de personnes, c'est comme la moitié de la population de la République du Mali ou de la République du Sénégal. Ou encore, c'est comme la population combinée du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la République centrafricaine et du Burundi. Voilà des gens à qui on a arraché la nationalité alors qu'ils sont congolais. Notre pays gagnerait beaucoup en récupérant tous ces compatriotes qui se trouvent être des ressources humaines de qualité, bénéficiant d'une bonne éducation et des qualifications professionnelles dont la République démocratique du Congo, notre pays, a besoin pour son développement. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été rejointes sur le sol congolais par les armées du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les autres pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC d'abord et plus tard avec la MONUSCO. Ces soldats étrangers se sont accouplés avec des Congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous des Congolais, d'après la Constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants comme Congolais et ils ont droit à tout dans notre pays. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions de souveraineté en réservant ces fonctions-là exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Ceci nous éviterait quoi? L'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC et d'autres pays étrangers qui sont des pays de leur papa ou de leur maman.
Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à ces fonctions de souveraineté porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République. Et pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui dispose, c'est ceci. Nul ne peut être candidat à l'élection de président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4. Ne jamais se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient maintenant de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, voire additionnelle, qui est de limiter l'accès à la présidence de la RDC aux Congolais nés de mère et de père eux-mêmes Congolais d'origine. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à réaliser un certain nombre d'objectifs. D'abord, protéger l'intérêt national et la souveraineté nationale et la fonction suprême qui est celle de président de la République, en évitant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être Congolais, d'être dirigé par un Congolais comme nous. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent où? Dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Zambie, la Tunisie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie et le Burkina Faso ou même la Turquie. Et elles existent aussi dans les grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président de la République. Aux États-Unis en particulier, il faut être né sur le sol américain, comme fut le cas de Barack Obama, Bill Clinton ou John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger ou l'ancien secrétaire d'État Madeleine Albright ou encore l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, très populaire, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ne peuvent pas prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président. Le critère, c'est celui d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est impersonnelle et ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour, personne n'a déclaré sa candidature à la présidence de la République démocratique du Congo pour les élections de 2023. Ma proposition n'est pas discriminatoire. Vous savez pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, comme je viens de vous le dire, il y a des critères d'éligibilité. Et ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Mais dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, les mêmes critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum 18 ans. Par contre, dans notre pays, en RDC, on exige du candidat à la présidence de la République d'avoir 30 ans au moins. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore atteint 30 ans d'âge? La réponse est non. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la loi électorale, par la Constitution, sont complétées par la loi électorale. Et c'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par chaque candidat aux élections présidentielles. Et j'en ai fait des prix en dépensant $100 000 pour une élection que je n'avais pas gagnée. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que ma proposition de loi est opportune? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce que c'est une priorité? C'est la question que tout le monde se pose. Ma réponse, c'est oui. Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement
car si le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, ce sera trop tard de sauver notre pays. Celui qui sera venu au sommet de l'État et qui ne serait pas totalement loyal à la RDC, il peut organiser la RDC. Il peut diviser notre pays. Il peut prendre notre pays et le mettre sous la dépendance de notre pays extérieur. Il faut donc gérer ce risque-là maintenant. Le timing de ma proposition de verrouillage coïncide avec les réformes proposées par d'autres organisations telles que la 5O, qui a présenté la feuille de route des réformes qui toucheraient à la CENI, la loi électorale et la Constitution. Il est donc opportun de recenser toutes les propositions de réformes institutionnelles, y inclut celle de verrouillage que je porte, afin d'opérer les révisions nécessaires à la CENI, la loi électorale et la Constitution une fois pour toutes, afin de baliser le terrain pour les élections apaisées en 2023 et également au-delà. Mes chers compatriotes, chers étudiantes et étudiants, si la proposition de loi Tchani, qui a été endossée et présentée à l'Assemblée nationale par l'honorable Sylvie Pouloulou, à qui je voudrais rendre hommage pour son courage et pour sa détermination à défendre la souveraineté du pays, si cette proposition de loi est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risque de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté à des personnes dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté sont d'ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de père et de mère congolais d'origine étant les plus nombreux, il est tout à fait normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et les autres fonctions de souveraineté, pour des raisons de souveraineté nationale, mais aussi de fierté nationale. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, étudiants et étudiants, surtout vous, la relève de demain, je voudrais être humble et modeste en vous disant que je n'ai pas inventé la roue en proposant cette loi sur le verrouillage d'accès à la présidence de la République et à certaines fonctions de souveraineté nationale. Autrefois, ce verrouillage a existé dans notre pays à travers la loi numéro 84/001 du 20 janvier 1984 portant l'organisation de l'élection du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, qui disposait à l'article 7 ce qui suit. Il faut être né de mère et de père zaïrois pour être candidat à la présidence du mouvement populaire de la Révolution et président de la République du Zaïre. Nous pouvons aujourd'hui voir cette disposition qui était initiée par le président Mobutu Sese Seko, fils de Albéric Mani et de Marie-Madeleine Yebo, tous deux Congolais d'origine. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage au président Mobutu parce que, quelles que soient les erreurs de gestion qu'il a commises, il faut lui reconnaître certaines valeurs. Il a su sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. À tout seigneur, tout homme, malgré ses erreurs. Contrairement à la campagne de diabolisation entretenue par nos détracteurs, il convient de signaler qu'il n'y a rien de xénophobe, de nazis, de séparatistes, de tribalistes, de sécessionnistes, de racistes, d'anti-Denis Dakar, d'anti-Métis ou d'anti-albinos dans la proposition de loi Tchani dont il est question ici. Tous les Congolais, quelle que soit leur catégorie, sont des compatriotes et je les aime tous profondément. Et je ferai tout pour que chacun d'eux soit protégé et vive en paix et en sécurité dans notre pays. Et je ferai même tout pour que chacun s'épanouisse comme il se doit et jouisse de tous ses droits civiques, politiques, économiques, culturels et humains dans notre pays. Les restrictions que j'ai proposées sont bonnes pour le pays. Elles sont bonnes pour tout le peuple congolais. Elles sont bonnes pour chacun d'eux, quelle que soit la catégorie dans laquelle on se trouve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais vous rappeler que tous les Congolais sont égaux et sont les mêmes. Il n'y a pas un seul individu qui soit moins ou plus congolais que les autres. Nous sommes des frères et sœurs et nous devons rester unis et inséparables. Tous les Congolais
ont quelque chose à gagner de la loi que je propose. Étant donné que la souveraineté nationale est un bien précieux, sans lequel la RDC cesserait d'exister dans notre pays. Faisons le nécessaire pour protéger notre patrimoine commun, tout en le préservant aussi pour les générations futures. Je vous remercie. En d'autres termes, il voulait dire, si j'étais député, j'allais en faire une. Alors, un problème public, un débat public, les députés ont obligation de prendre ce débat, si c'est pour l'intérêt de la République, l'intérêt du peuple, de l'amener au niveau de la représentation nationale. Mais pour qu'un débat public soit aligné comme loi, il faut au préalable, que ça soit conforme au domaine de la loi. C'est-à-dire quoi? Nous avons des domaines. Les députés, les législateurs, nous sommes du domaine de la loi. Le gouvernement est dans le domaine réglementaire. On se met d'accord? Il y a des juristes ici. C'est-à-dire, nous, députés, notre travail de législation, de législative, il faut que la matière qu'on veut amener soit conforme au domaine de la loi. Et cela est visible à l'article 122 de la Constitution, du domaine de la loi. Alors, le docteur Chani parlait si les critériums pour liguer la majesté du président de la République être composé des pères et des mères. Ça signifie que cette matière fait allusion à la nationalité. Alors maintenant, je devais voir, est-ce que du domaine de la loi, les problèmes de la nationalité s'y trouvent pour que j'aborde cette question. Effectivement, quand vous lisez l'article 122 de la Constitution, alinéa 5, vous trouverez la nationalité. Voilà l'élément d'abord principal qui a fait que je porte cette loi. Mais c'est quoi la loi? La loi, c'est l'expression générale de tout un peuple. Est-ce que les soucis de l'opéra de Tchani rencontrent tout un peuple? Il fallait maintenant analyser. S'il y a un problème à ce niveau, quel est ce problème qu'il faut résoudre? Parce que la loi n'est pas simple plaisanterie ou plaisir de présenter que j'ai présenté une loi. Ça doit résoudre l'église. Un problème existant. Quel est le problème existant? Alors, camarades étudiants, ici au Congo, nous avons des Congolais par acquisition. Quelqu'un qui est venu au Congo, il se retrouve Congolais, il a pris la nationalité congolaise. Il n'a ni père ni mère congolais. Mais il est Congolais, il a droit. Il y a des gens qui se retrouvent au Congo comme des réfugiés. Avec le temps, on dit bon, pour des raisons de paix, il devient des Congolais. Mais il y a des Congolais nés de pères ou des mères, ou encore des pères et des mères congolais qui se retrouvent en dehors de la République démocratique du Congo pour des soucis
Parmi vous, ici, il y a des gens qui vivent de la diaspora. Les frères de la famille proviennent de la diaspora. Les loyers proviennent de la diaspora. La diaspora contribue mieux en pays de la République démocratique du Congo. Mais ils ont expliqué. Nous avons dit non, il faut résoudre cette crise. Voilà que cette loi vient résoudre ces problèmes. On s'est dit ceci. La nationalité congolaise est exclusive. Cette phrase est élatée. On remplace par la nationalité congolaise rêve un caractère irrévocable. C'est-à-dire, les Congolais étaient pris sa nationalité d'origine. Seulement, il doit le déclarer conformément à la loi. Maintenant, s'agissant des questions de souveraineté, un autre problème se pose. C'est quoi? C'est l'infiltration que vous chantez matin et soir. Nous sommes infiltrés. Nous sommes trahis. Les deux problèmes majeurs alors, l'infiltration comme la trahison fait allusion à la souveraineté de l'État. Mais ce docteur Noël dit, mais si j'étais député, j'allais encore verrouiller là-dessus. Je dis, ok, les problèmes d'infiltration, c'est une vérité, c'est une réalité. Les problèmes de l'État, ok. Donc, à ce niveau-là, nous avons dit pour question de souveraineté. Parce que vous savez le domaine de la souveraineté. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que quel chef de l'État au Congo, on a cette constitution ici. À l'époque, nous qui étions avec Tshisekedi et Père, il nous avait interdit de voter oui au référendum de cette constitution. Parce que la constitution confère un pouvoir absolu au président de la République. Les présidents de la République démocratique du Congo, c'est un demi-dieu. Lisez l'article 69. D'ailleurs, de l'article 69 juste à 89, 20 articles consacrés au président de la République. Il est un. Au lieu que le chef de l'État, en réalité, en principe, vous qui faisiez les droits, moi je suis ingénieur physicien. Moi je suis ingénieur physicien. Mais je ne peux pas comprendre. On a conféré un pouvoir absolu au président de la République dans cette constitution. On dit lisez l'article 69. Le président de la République, il est le chef de l'État. Le chef de l'État. Ça c'est un. Et l'État c'est quoi? Si vous voulez définir, l'État c'est quoi? C'est une société de nécessaires d'hommes et de destin qui tend vers l'unité. Lui prend la République comme son entreprise.
l'honorable bonjour. Je me sens interpellé et quitter cet auditoire sans mots, ce serait une trahison à la République. Avant tout, je dois remercier le professeur Dr. Loïc Chani, qui est un grand candidat. Je veux remercier mon jeune frère Singh et commencer par un problème. On ne donne pas de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Je répète, on ne donne pas de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Et donc, la proposition de loi, Chani, si les Congolais ont soif de leur avenir, chacun doit en consommer. Je me retrouve en 1996 dans une conférence à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un intervenant s'élève. On avait déjà présenté qu'il y avait un Zaïrois dans la salle. Et il dit que Zaïre signifiait zone africaine internationale réservée aux étrangers. Zaïre, zone africaine internationale réservée aux étrangers. D'abord, je suis une des grandes victimes de l'invasion. Il n'y a pas une semaine, j'ai fait un débat avec Moïse Nyarugabo sur Radio Kapi. Et il m'a dit, comment vous voulez que j'appelle le nom de ton village dans ta langue? Parce que pour lui, quand il s'agit de Kamina, il me dit non, ça ne sera pas Kamina, ça devient Gamina. Kitona devient Kitona. Katobo devient Gatobo. Parce que vous savez ça, l'histoire de Kivu, Katumba était un territoire congolais. Beaucoup l'auraient donné au Burundi et c'est devenu Gatumba. Dieu, en tenant le Congo, l'a essayé. Il pensait qu'il avait mis en Afrique un État ou une nation ou un pays qui serait comme la Chine de l'Afrique. Mais malheureusement, nous prenons tout à la légère. C'est comme ça qu'on nous appelle PMB, PMW. Bia, Mani ou même. Je vais donner la bière, l'argent et la femme. Prenez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai dit ce que je cherche. Mes chers frères, étudiants que vous êtes, quelqu'un posait la question ici. Vous allez nous interdire à ne pas nous marier aux femmes de nos foi, mais chacun se marie à son choix. Mais n'ayez aucune ambition qui va au-delà de votre foi. N'ayez pas d'ambition qui va au-delà de votre foi. Je vous donne un simple exemple. Moi, je me suis marié à l'âge de 43 ans. Pendant des années et des années à l'extérieur du pays. C'est en rentrant au pays que j'ai dit maintenant je peux me marier. Je ne veux pas avoir un enfant qui risque d'être un jour interdit de devenir président de la République. Mais moi-même aussi, j'ai cette ambition-là
Donc je devais d'abord protéger ma génération et me protéger moi-même. En complément disant, j'étais avec Chani, il disait, mais les autres intellectuels, ils n'appliquent pas la loi. Chani, vous n'êtes pas seul. Si nous voulons, vous n'êtes pas seul. Si la loi n'est pas adoptée à l'Assemblée nationale au Sénat, nous allons revendiquer le référendum. Je suis Marie Espérance KFB, étudiante de la LG de communication, journaliste de formation. J'ai 3 questions à poser au professeur Noël Chani. Je l'ai bien suivi, mais j'aimerais savoir, monsieur le professeur, vous avez dit que votre loi est impersonnelle et elle ne vise aucune personne qui se rend dehors d'être congolais. Mais j'aimerais savoir, que pensez-vous de la proposition de votre loi? Est-ce que vous pensez que votre loi pourra exclure de bons cerveaux qui pourront nous aider au développement du Congo? Parce que lorsque vous dites que votre loi est impersonnelle, elle vise seulement des Congolais nés de père et de mère. Nous savons qu'il y avait un Congolais qui nous dirigeait, il était né de père et de mère, mais il n'a pas bien su diriger notre pays. Est-ce que vous pensez que cette proposition ne pourrait pas exclure de bons cerveaux qui pourront nous aider? Et la deuxième question est de savoir que pensez-vous de cette loi, votre loi? Est-ce que vous pensez encore que votre loi pourra faire en sorte que la magistrature suprême soit entre de bonnes mains? On peut être congolais, mais on ne peut pas bien diriger le pays. J'avais 3 questions. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. La dernière question. Je vais être bref, merci. C'est la dernière question. Qui gagnerait le peuple congolais en verrouillant certains postes de responsabilité en RDC à travers cette loi? Merci beaucoup, Martha. On va passer le message suivant. Merci beaucoup pour les conseils verbaux. Mais ralliant à mes dévancés ces médias, je suis toujours dans une soif que la proposition de loi nous laisse. Monsieur le professeur, j'aimerais savoir si une proposition de loi peut-elle modifier une disposition constitutionnelle fixant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Deuxièmement, parce que la proposition de la dite loi sous-entend qu'on peut seulement se marier aux Congolais pour garder cette race pure, père et mère. Au moment où l'article 40 de la Constitution donne le droit à quiconque de pouvoir se marier à une personne de sexe. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux différents intervenants par rapport à l'exposé que nous avons suivi, spécialement au docteur Noël Chani. Je suis David Serge Kassanda, coordonnateur des étudiants de l'Université de Lyon. Alors, professeur, la question, après avoir suivi votre speech, est de savoir, à part l'aspect loyauté que vous avez évoqué, vous ne voulez pas qu'un Congolais qui a la loyauté partagée puisse avoir accès au poste de souveraineté. Alors, à part cet aspect des choses, y a-t-il une toute autre raison ou un autre financement qui justifie la proposition de votre loi? Ce n'est pas moi qui choisis les gens. Je beaucoup les questions, mais Monsieur docteur Noël Chani, votre loi, son esprit n'est pas assez clair. Pourquoi? Parce que si vous parlez de protéger la fonction président de la République, ainsi que tous ses postes critiqués, mais pourquoi proposez-vous encore la double nationalité? Alors que si l'exclusivité de la nationalité congolaise n'a pas pu protéger toutes ces options-là, en tout ce que nous connaissons passé, une personne tenacière de double nationalité congolaise et à la fois étrangère
Congolais d'origine, elle met en même temps caché son autre nationalité. On ne pourrait jamais savoir pourquoi il avait acquis cette nationalité et quels sont les intérêts qu'il avait trouvés à recevoir cette autre nationalité. Merci. Merci, on va maintenant laisser l'occasion à nos intervenants. Ça fait beaucoup de questions comme ça. Donc on va... La personne qui a demandé, qui a dit, je pense la dame là-bas, il y a des questions de misère, vous traitez des questions de l'ordre. En quoi la proposition de loi que nous faisons va apporter des solutions à ces questions-là. C'est une question très importante. Madame, vous avez totalement raison. La priorité pour nous Congolais aujourd'hui, c'est de régler les problèmes de misère et trouver du pain, la nourriture pour chacun d'eux, de trouver du travail pour la population congolaise. On a tendance à penser que ces questions prioritaires doivent être les seules sur lesquelles nous devons nous concentrer pour ne pas faire autre chose. Je voulais discuter cet argument-là. D'abord, en commençant par vous dire que moi qui ai passé une trentaine d'années à travailler sur les questions de développement, j'ai pris mon temps de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour développer la RDC, régler les questions de misère, trouver de l'emploi à tout, créer des infrastructures de base, diversifier l'économie nationale. Toutes ces questions-là, j'ai essayé de donner une réponse et des propositions spécifiques dans le cadre d'une autre proposition antérieure que j'avais faite pour notre pays qui s'appelle le plan Marshall de Noël pour la réflexion du développement de la RDC. C'est une vision du développement, madame, je vous invite à prendre connaissance de cela. C'est-à-dire que j'ai fait le diagnostic de la hausse et j'ai déterminé que nous étions un pays sous-développé avec tout plein de problèmes dans tous les secteurs qui sont les damnés de la Terre, les ennemis de la planète lorsqu'on classifie tous les pays du monde. Je me suis dit, comment sortir de cette situation-là? C'était ce que j'ai proposé au plan Marshall. Au début, avant la COVID-19, c'était un plan qui avait 15 programmes, chiffré à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Après la COVID-19, j'ai pris conscience d'un certain nombre de défis que j'avais sous-estimés avant la COVID-19. J'ai actualisé ce plan à 50 programmes évalués à 1000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur une période de 15 ans pour réaliser quelques objectifs. Sortir du sous-développement, devenir un pays émergent en pays, développer entre guillemets en 15 ans. Créer du travail et des emplois pour tout le peuple congolais. On aurait pu des chômeurs dehors là, en leur donnant un salaire minimum que j'avais estimé à combien 1000 dollars par personne, par mois. Avec un salaire de soja, un salaire minimum garanti, on est plus ou moins certain que chacun de vous aura quelque chose à manger, pourra épargner de l'argent pour nourrir sa famille. Donc, on sortirait les gens de la pauvreté, de la misère, pour qu'ils deviennent des citoyens respectables de vivre correctement. Toujours dans le cadre de ce plan, j'ai conçu tout un plan directeur pour la construction des infrastructures de base, c'est-à-dire construire donc des routes, des autoroutes qui relient toutes les provinces du pays, construire des villes modernes dans 244 localités à travers la RDC, transformer la RDC de cet état de bidonville dans lequel nous vivons aujourd'hui pour devenir une société moderne telle que les sociétés que nous voyons en Europe ou bien aux États-Unis d'Amérique. Donc tout cela est profilé dans le cadre du plan Marshall. J'ai proposé ce plan à la maman des élections. Et je m'attendais à ce que vous adhériez à cette vision-là tous et qu'on puisse avoir quelqu'un avec cette vision-là à mettre la œuvre pour que nous développions ensemble la RDC. Le désir a fait que le peuple ne m'a pas suivi. Mais je vous rappelle que ce plan continue à être d'actualité. Il est destiné à pouvoir régler ces problèmes de misère et de pauvreté. Mais pendant que nous travaillons sur ces problèmes de misère et de pauvreté qui vont prendre du temps à être résolus, il est important de ne pas négliger les questions de souveraineté nationale. Pourquoi? Parce que si nous perdons la souveraineté nationale, demain on deviendra des esclaves, je ne sais pas, de n'importe qui de l'étranger. En ce moment-là, on ne pourra plus se concentrer sur les questions de misère. Parce que nous allons soutenir donc la loi du plus fort qui
qui va indiquer donc sa volonté, on redeviendra comme avant 1960, pendant la période de colonisation. Donc, la loi que je propose, elle est importante pour créer ces conditions de paix, de stabilité, de responsabilisation des Congolais pour que nous puissions nous concentrer sur les questions de développement. Il y a aussi une question où on vous a demandé est-ce qu'à part l'aspect de la loyauté, il y a d'autres justifications pour cette loi ici. Oui, bien sûr, il y a d'autres justifications. La première justification, c'est que la loyauté entraîne le maintien de la souveraineté nationale. Le maintien de la souveraineté nationale est lié à la question d'intégrité territoriale. Imaginez par exemple que nous ayons un chef d'État de la guerre. Le chef d'État aussi peut organiser la RDC. Diviser la RDC, prendre le Minembwe, les Sud Kivu, le Nord Kivu, les manières de sous le contrôle du Rwanda, du Ouganda. Donc il y a beaucoup d'avantages, à part la question simplement de la loyauté, que je vois à travers cette loi ici. Il y a une question qui a été posée. Si la loi proposée pourrait être en dessous ou au-dessus de la Constitution, non. Il faut qu'on soit tous raisonnables. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Aucune loi ne peut se situer au-dessus de la Constitution. S'il y a contradiction entre la loi et la Constitution, c'est la loi qui doit s'adapter à la Constitution. Et si on ne peut pas le faire de cette façon, comme maître qui a parlé tout à l'heure de la constitutionnalité, il faudrait qu'on essaie de modifier certains articles de la Constitution pour que la loi adoptée puisse être conforme à la Constitution. Mais on ne peut pas avoir une loi qui est au-dessus de la Constitution, qui est différente de la Constitution. Alors, il y a une question intéressante qui m'a été posée 2 ou 3 fois. C'est la question de l'article 40 de la Constitution. Vous vous dites que dans cet article-là, la Constitution nous autorise à épouser qui on veut. Mais ce que nous proposons, nous avons dit qu'il ne faut pas épouser qui vous plaît. En matière d'amour, je ne vais pas me céder dedans. Je voudrais vous laisser libre d'épouser qui vous voulez. Mais vous devez savoir au moment où vous vous mariez qu'il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que dans votre pays, si la loi dit que vos enfants pourraient tout faire dans le pays, ils pourraient devenir des professeurs, des médecins, des musiciens comme Kofi Olomide, qui est tout à fait d'accord avec moi sur ces questions-là, ou ils peuvent devenir comme autre chose. Ces enfants pourraient devenir cela et vous pouvez les préparer à ça. Mais si vous voulez préparer vos enfants à devenir président de la République, avant de vous marier, réfléchissez 2 fois à la personne que vous voulez épouser. Nous sommes un pays de 105 millions d'habitants. Nous avons des femmes de qualité, des très belles femmes. Et des hommes de qualité aussi. Si vous avez cherché partout et vous n'avez pas trouvé parmi nous quelqu'un qui puisse être compatible avec nous, allez-y à l'étranger, mais vivez aussi avec les conséquences. Je voudrais d'ailleurs, saluer la présence de la salle d'un député exceptionnel. Il s'appelle député national Singhi Poulou. Voilà un député courageux qui a compris vite que les questions de souveraineté doivent constituer la priorité des priorités dans notre pays. C'est lui qui a endossé la loi et c'est lui qui l'a présenté à l'Assemblée nationale et c'est lui qui l'a défendu. Donc je voudrais que je voudrais encore une fois applaudir donc sa présence dans la Il y a une question qui a été soulevée. On a dit, nous sommes en train de dire la loi est personnelle et quelques candidats vont être écartés ou une portion de la population serait écartée. Je voudrais juste partager avec vous une expérience personnelle. J'ai vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. Aux États-Unis, qui constituent la plus grande démocratie du monde. Les États-Unis ont une population de combien? 325 millions. S'il vous plaît, suivez-moi. S'il vous plaît.
les États-Unis ont une population de combien? De 325 millions, 350 millions d'habitants. Mais savez-vous que sur ces 325 à 350 millions d'habitants, il y a environ 75 à 100 millions d'habitants d'Amérique qui ne sont pas éligibles pour être candidats à la présidence des États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas éligibles pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères que la Constitution américaine a mis en place pour être candidat à la présidence. Quel est ce critère d'être né sur le sol américain? Et il y a de grandes personnalités qui ont été exclues à cause de ça. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître le secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Je dirais que c'est l'un des meilleurs que les États-Unis n'aient jamais connu. Très brillant, très intelligent. Il a grimpé tous les échelons. Il est arrivé à être secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Et la Constitution américaine lui a dit stop, vous ne pourrez plus aller au-delà de cela. Je considère que c'est extrêmement important que quand on a un pays qui est des règles que tout le monde respecte, ces règles-là ne sont toujours pas juste à l'égard de tout le monde. C'est comme on dit, toute loi par nature est discriminatoire. Pourquoi? Parce que la loi trace une ligne dans le sable en disant voici le terrain n'allait pas dépasser, la ligne n'allait pas dépasser. Si vous ne remplissez pas des critères, acceptez que c'est ça le destin. Pourquoi? Parce que la loi a été adoptée dans l'intérêt du pays. Donc, en faisant cette proposition de loi, nous ne visons personne. Je vous dis bien que personnellement, ce jour-là, je me suis réveillé à 3h du matin et j'ai pensé à cette situation quand on a connu le cas de James Kabarebe, qui est venu du Rwanda, on l'a présenté comme Congolais. Le jour suivant, il est retourné chez lui en tant que Rwandais. Il prend l'avion, le remplit de militaires rwandais. Il prend quoi? La base militaire de Kitona. Parce qu'il connaît tous les secrets de l'organisation militaire de la RDC. Je me suis dit, nous devons tirer des leçons de cette expérience-là et éviter que ça puisse se reproduire. D'où cette proposition de loi pour permettre l'accès à des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce que si James Kabarebe était congolais de père et de mère, il n'aurait jamais pris la base militaire de Kitona. Il n'aurait pas coupé l'électricité du barrage d'Iga en causant des morts à l'hôpital général de défense de Liga, où on avait des enfants dans des couveuses, des enfants qui étaient morts. Donc, apprenons de cette leçon et prenons des dispositions pour que ça ne puisse plus jamais